la France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast une personnalité du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Harold Paris sur le podcast, fondateur du média Positiver. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Positiver est un site web qui repère et partage chaque jour des initiatives positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses, des artistes talentueux et des actualités dans l'air du temps. Je suis vraiment super content de rediscuter avec Harold, car pour l'anecdote, c'était la première personne à m'avoir fait confiance pour être interviewé pour le premier podcast que j'avais lancé en 2013. Dans cette interview, nous parlons de son parcours, de ce qui l'a amené à lancer Positiver et des problématiques liées à la gestion d'un site de plusieurs millions de visiteurs mensuels. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancée en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr/acadpodcast, tout attaché, donc ACAD podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour 1 mois ou restez avec nous pour 9 mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, ACAD podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse ? Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de 2 heures et dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite, formation gratuite. Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Markit.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite ? Markit.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Markit.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Markit sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours. Et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Markit, donc Markit ça s'écrit M-A-R-K-E-E-T, donc .com, vous ajoutez le code INFLUENCE, tout attaché, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonnement. Et maintenant, place à l'interview. Bonjour Harold, je suis ravi de t'accueillir sur mon podcast. Écoute, je suis ravi de pouvoir te rejoindre. Je suis très heureux que tu sois là parce que, pour l'anecdote, quand j'avais lancé un podcast en 2014, tu étais la première personne que j'avais interviewée et ça s'était super bien passé. Du coup, j'avais vraiment envie de rediscuter avec toi 5 ans après pour savoir tout ce qui s'était passé dans tes aventures entrepreneuriales. Écoute, avec grand plaisir, on va essayer d'être à la hauteur. Alors, comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais dans tes activités en une phrase ? Ok. Donc, en fait, moi, je suis le fondateur de Positiver. Et Positiver, en fait, c'est un média web où on s'intéresse principalement à la transition sociale et environnementale. On y partage en fait des initiatives positives, des causes inspirantes, des innovations prometteuses, des artistes talentueux et des actualités dans l'air du temps. Et voilà. Tout un programme, on va en discuter évidemment. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours d'abord ? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire ça ? Écoute, j'ai un parcours qui est pas forcément que web à la base.
puisqu'en fait j'ai fait un diplôme en école de commerce, dans une université en fait anglaise, un diplôme de commerce, commerce international pour être exact. Et par la suite, en fait, je suis rentré en France où j'ai démarré un parcours professionnel dans le monde de la grande distribution. J'ai démarré. Ça te prédestinait pas à ce que tu fais maintenant. Absolument pas. J'ai démarré en poussant des palettes. Chez Leroy Merlin, j'ai toujours été un petit peu dans ce secteur. En fait, sur toute ma partie grande distrib, j'ai été dans le secteur de ce qu'on appelle la grande distribution spécialisée. Et en l'occurrence, c'est plutôt lié au bricolage et au jardin, puisqu'en fait, j'ai fait Leroy Merlin, j'ai fait Gamme Vert et puis Monsieur Bricolage. Et donc j'ai eu un parcours, si tu veux, dans le secteur où j'ai démarré en poussant des palettes et j'ai terminé. Je travaillais à la gestion commerciale et à l'informatique pour un périmètre de plus de 70 magasins chez Monsieur Bricolage. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment t'es parti de là? Donc, tu devais plutôt bien gagner ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, je vais créer ma propre boîte? Eh ben, écoute, j'avais toujours dit que j'aurais ma boîte avant 30 ans. Je sais pas forcément pourquoi. Je pense qu'il y avait un besoin d'indépendance et en même temps un besoin de travailler sur des sujets qui me passionnent. Et si tu veux, l'âge avançant, alors que je travaillais encore en grande distrib, je me suis un peu, je me suis rappelé, si tu veux, cette promesse entre guillemets que je m'étais faite. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Il s'avère en fait que dans mes études, ma spécialisation était sur le marketing web. Alors, le marketing web, si tu veux, d'il y a 15 ans, hein. Voire même plus. Et donc, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'avais envie de fouiller. Et donc 2 ans à peu près avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai commencé à me reformer sur le sujet, actualiser ce que j'avais appris à l'école, faire des petits projets perso à droite à gauche qui me permettaient d'optimiser, de réapprendre à coder, monter un site, comment ça se passe le marketing sur les réseaux sociaux, etc. Et grosso modo, c'est un process qui m'a pris 2 ans où je bossais un peu tous les soirs, un peu tous les week-ends, jusqu'au moment où en fait, avec des petits projets, j'ai commencé à générer un petit peu de chiffre d'affaires. Et à ce moment-ci, je me suis dit ok, voilà, je génère un peu de chiffres. Je pense que c'est le bon moment en y mettant 100% de mon énergie et de mon temps. Je devrais arriver à un niveau. Je me laisse du temps, grosso modo, pour arriver à un niveau correct de rémunération. Et puis j'ai négocié en fait mon départ à ce moment-ci de Monsieur Bricolage où j'étais encore salarié. Voilà. Alors, t'as pas lancé Positiver tout de suite? T'as commencé Ah non, du tout. En fait, j'avais pas réellement de produits, j'avais pas réellement d'idées particulières en tête de ce côté-ci. Donc en fait, le biais que j'ai pris au tout début, c'était de dire, je vais lancer une agence sur du service. Voilà. Okay. Et donc effectivement, voilà, j'ai quitté Monsieur Bricolage, j'ai créé Tribe Leader en 2012. Et j'ai commencé à démarcher et puis travailler pour des clients, pour les aider à se développer sur le web, donc à travers principalement 2 axes, le marketing de contenu
Donc le blogging, hein, un blog d'entreprise, qu'est-ce que c'est une plateforme de marque, comment est-ce qu'on la monte, etc. Un autre aspect qui était plutôt le marketing sur les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on a notre plateforme de marque et une fois qu'on a effectivement notre territoire sur le web qui est existant, comment est-ce qu'on fait pour générer du trafic et de la visibilité sur celui-ci? Voilà. Et donc, j'accompagnais, si tu veux, différentes entreprises sur ces thématiques. D'accord. À l'époque où je t'avais interviewé, donc en 2013 ou 2014, je sais plus exactement, Ouais. tu avais lancé un projet qui s'appelait OpenSmart. Tu Ouais. peux nous en parler? Il a pas duré très longtemps après qu'on ait fait l'interview. OpenSmart, c'était quoi? Alors, le modèle en fait que j'avais imaginé, si tu veux, pour Tribe Leader, c'était le suivant, c'est-à-dire que bon, une première année, si tu veux, dédiée au fait d'aller chercher des clients et générer effectivement un premier flux de business. Et puis après, à partir de l'année 2, en fait, essayer de lancer un projet à moi par an, qui serait, plutôt que de travailler pour des clients, travailler pour moi directement. Et voilà. Et donc OpenSmart, si tu veux, ça a été le premier bébé Tribe Leader. Le principe d'OpenSmart, c'était quoi? C'était une plateforme de deal dédié aux entrepreneurs, aux acteurs du web, pour leur permettre de découvrir des outils, des formations, grosso modo, des produits qui pouvaient les intéresser. Et donc, ce que je réalisais, c'est qu'en fait, j'allais négocier des conditions très intéressantes pour découvrir ces différents produits. L'inspiration. Ceux qui connaissent, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. L'inspiration derrière ça, c'était, il y avait un peu de AppSumo, tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais. Ouais, qui eux marchent très très fort, hein, toujours d'ailleurs. Et clairement. Donc du coup, parce que c'est toujours intéressant de parler aussi des échecs, je trouve, c'est important. À ton avis, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Alors que justement, AppSumo marche très très fort. Pourquoi est-ce qu'une version française de ce projet n'a pas su se développer, n'a pas su cartonner? Tu sais, c'est très difficile à dire parce qu'on dit souvent qu'on apprend autant de nos échecs que de nos réussites. Et j'ai envie de dire que pour moi, c'est aussi compliqué d'apprendre de ses échecs que de ses réussites. Après, il y a plein de facteurs, c'est sûr, à prendre en compte. Ouais. C'était peut-être pas le bon moment. Peut-être que tu aurais lancé ça 2 ans plus tard. Ça dépend. Je sais pas. Alors, mon analyse ouais. à l'époque, si tu veux, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, on a eu un démarrage qui était très intéressant, de la bonne traction, de la visibilité. Je crois qu'on est monté à 3000 abonnés en fait, si tu veux, pour qui souhaitaient recevoir les deals, mais très très rapidement, très facilement. Et donc j'étais plutôt enthousiaste parce qu'en plus on a quand même produit on avait produit, si tu veux, de belles découvertes sur des outils, puis des belles réussites, si tu veux, de ce côté-là, avec tu vois, au-delà du nombre d'abonnés, derrière ça convertissait. Et puis j'ai stagné. On a stagné complètement, c'est-à-dire impossible d'arriver à dépasser tu vois, ce premier stade de visibilité sur lequel on était. Donc, moi, j'investissais du temps, si tu veux, sur ce projet. À côté de ça, on avait l'agence avec des clients. En plus, j'avais fait la connerie de baisser un peu la voilure justement sur le côté agence. Rapidement, je me suis retrouvé avec un business qui commençait à se dégrader, si tu veux, du point de vue financier, quoi, grosso modo, moins d'entrées et des frais équivalents. Et donc, si tu veux, t'as dû faire un choix, quoi. Ouais, j'ai dû faire un choix et le choix, ça a été effectivement d'arrêter le projet OpenSmart, de baisser la voilure sur toutes les dépenses liées à la boîte, et puis de me reconcentrer
sur des cas clients, on va dire plus traditionnels, quoi. Mais ça a failli couler ma boîte. Ok. Voilà. C'était Alors, peut-être un peu tôt. C'était voilà. Alors justement, après finalement cet échec, tu t'es quand même dit, je vais lancer un nouveau projet. Non, Non? non, Ça même s'est pas. pas fait tout de suite. Ça s'est Ça fait s'est pas comment fait alors, tout de suite. Positive? Ouais. Si tu veux, en fait, j'ai travaillé comme je te disais, voilà, je me suis reconcentré sur l'activité traditionnelle de la boîte, Mhm. en essayant, si tu veux, d'aller chercher un maximum de contrats. Et il s'avère que, comme j'étais en difficulté, j'étais certainement un peu moins sélectif sur les contrats que j'allais chercher. Et donc j'ai commencé à accompagner différentes entreprises qui étaient sur des thématiques qui m'intéressaient absolument pas. Mhm. Et si tu veux, de fil en aiguille, mais tu le sais aussi de ton côté, quand tu es sur du marketing de contenu, etc., que tu es obligé, enfin que tu es sur de la créativité, que tu es sur de l'écriture, et au bout d'un moment, en fait, j'ai recommencé à me dire merde, c'est con, je suis entrepreneur et en fait, ce que je fais au quotidien me plaît pas. Pas forcément ce que je fais, mais les thématiques que j'aborde, les thématiques, les sujets que je traite ne m'intéressent pas et me font pas enfin je kiffe pas, quoi. Voilà, limite même sur certains aspects à me dire si je continue comme ça dans 6 mois je déteste écrire. C'est l'un des plus gros problèmes de faire de la prestation de service, je trouve, en agence. C'est que justement, alors, soit tu fais une sélection ultra drastique de tes clients, en touchant que des gens qui ont une thématique que tu adores, et du coup tu limites forcément tes gains à un moment ou à un autre, ou alors tu travailles avec un peu plus de monde, mais parfois tu vas travailler sur des thématiques qui te font pas trop plaisir. Et en fait, moi, ce que je ressentais, parce qu'on a arrêté le côté agence avec Social Media Pro en 2018, je me sentais presque comme un salarié, tu vois. Je me sentais plus entrepreneur, mais j'avais l'impression de bosser pour d'autres personnes et pas de bosser pour moi. C'est ça. C'est exactement ça. Et si tu veux, en fait, l'histoire de Positiver, c'est celle-ci. C'est que en début en fait 2014, je bosse sur des thématiques qui me plaisent pas. Je me dis dans 6 mois, je déteste écrire. Et donc je me dis, je ne vois qu'une seule échappatoire, c'est essayer de me créer un sas de décompression, c'est-à-dire un blog à l'époque, sur lequel je vais partager des sujets qui me passionnent et qui me font du bien. Ça me fait du bien d'en parler. Voilà. Et donc tout ça, si tu veux, ça mouline dans ma tête, etc. Et en mars 2014, je me dis allez, c'est bon, j'y vais. Et je lance un petit site qui s'appelle positiver.fr sur lequel je commence à partager des sujets qui moi m'inspirent, qui me parlent, ou qui me font sourire. Mais au départ, sans aucune autre volonté que de se dire je vais avant tout faire un truc qui me fait à moi du bien. Il n'y avait aucune prétention de business ou autre. L'idée, c'était juste de faire plaisir. Non, c'est ça. Bah, si tu veux, en plus, le marché, même si tu veux, tu vois, en prenant du recul, le marché que je connaissais bien et que je maîtrisais bien, moi, c'était plutôt celui du B2B. Et donc le B2C, enfin, je veux dire, tu vois, un site dédié vraiment au lecteur grand public, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais pensé lancer à un moment donné ou autre, quoi. Non, je l'ai vraiment, je l'ai lancé en me disant, je veux créer quelque chose qui va me permettre de me créer un sas de décompression. Donc tu lances ça donc en 2014, mars 2014, c'est ça? Mars 2014. Et donc au début, tu es tout seul dessus. Tu rajoutes des articles combien de fois par semaine? J'en sais rien, j'en mettais 1 ou 2 par jour. D'accord. Ah oui, c'était le soir après le boulot ou tu vois, voilà. Alors c'était des sujets courts, hein. C'était des sujets courts, mais
mais qui effectivement, voilà, sur lesquels qui étaient sur un peu moins précis que les thématiques dont on parle aujourd'hui sur Positiver, mais qui pouvaient les aborder aussi. Voilà. Donc comment tu as fait pour que ça démarre? Au départ, c'était vraiment juste des articles et c'était le référencement naturel qui faisait le travail, ou tu partageais ça sur Facebook? Qu'est-ce que tu faisais exactement? En fait, si tu veux, j'ai appliqué au moment de lancer le site, j'ai appliqué ce que je connaissais. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, j'ai créé un site qui était plutôt bien optimisé pour les partages. Et puis effectivement, création de tout l'écosystème autour, avec la page Facebook, le compte Twitter, tout ce qui va bien, tu vois, pour commencer effectivement à pousser les articles. C'était ce que je faisais habituellement, tu vois. Pour moi, c'était naturel. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé spécifiquement sur ce site. Et donc les articles, principalement, on les diffusait effectivement sur les réseaux sociaux. Et l'histoire du site, je sais pas si tu la connais, mais pour te donner une idée, 10 000 visites le premier mois, 500 000 le deuxième, 3 millions le troisième mois. D'accord. Impressionnant. Ouais. Très impressionnant. Du coup, comment on va s'intéresser un peu au côté en 2014, les partages sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, on va dire la portée naturelle sur les pages était plus intéressante qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez vécu ces évolutions au fur et à mesure des années? Comment est-ce qu'on l'a vécu? C'est-à-dire, tu t'intéresses vraiment à notre vision aujourd'hui ou par exemple, à l'époque, comment est-ce qu'on le vivait? Ouais, à l'époque, comment est-ce que tu l'as vécu? Par exemple, sur ta page, on va dire, je sais pas moi, il y avait 15% de portée organique sur chaque chose que vous publiez, et un mois après, il y avait... et un mois après, t'avais, je sais pas moi, 5% par exemple. Ouais, non, il y avait bien plus que ça. Il y avait bien plus que ça à cette époque. À cette époque, on était sur du 100-150% de portée organique. Ah ouais. Facile. Non, mais c'est pour ça qu'on a cru. La croissance a été hyper rapide. En fait, c'est là où, si tu veux, Positiver, j'aimerais pouvoir te dire qu'il y a une belle histoire de stratégie, etc. Comment dirais-je, on avait tout réfléchi. Mais en fait, on est tombé au bon moment, au bon endroit, sur un terrain qui était complètement vierge, quoi, quasiment. Et effectivement, les débuts du site ont été principalement portés par la facilité et qui était presque déconcertante sur ces sujets, sur comment dirais-je, sur ce type de contenu, la facilité à aller chercher de la visibilité et de la portée et du clic sur Facebook. On va revenir là-dessus, mais je voulais m'intéresser aussi un peu du côté technique, parce que tu passes d'un site qui a 10 000 visiteurs à un site qui en a 3 millions. Comment est-ce que vous avez géré au niveau des serveurs, au niveau de tout ça? Parce que finalement, tu n'avais pas vraiment de visibilité. Tu ne savais pas comment ça allait grossir. Alors là-dessus, honnêtement, pour moi, sur du site, alors c'est du dynamique forcément, mais que ça reste quand même du site statique, c'est-à-dire t'es pas sur de l'app, hein, t'es sur une visibilité du contenu. Honnêtement, il faut monter très haut pour avoir des problèmes. Pour commencer à avoir des problèmes. Parce que avec un bon système de cache, honnêtement, tout bien. Enfin, une requête HTTP, c'est pas ce qui pèse lourd. Ce qui pèse lourd après, ça va être effectivement la charge sur le serveur et autres. Mais quand on est sur du contenu, cette charge-là, avec le cache, elle est quasi inexistante. Alors, on a quand même eu quelques problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on était sur du Gandhi Simple Hosting, oui, le site, ça lui est arrivé d'avoir des loupés. Mais parce que le système de cache n'était pas bien réglé à cette époque-là, parce qu'il y a plein d'autres raisons, quoi, qui faisaient que. Mais grosso modo, on a
on a testé différentes solutions. On a testé de l'hébergement cloud avec un partenaire francophone qui avait une solution qui nous semblait intéressante d'un point de vue scalabilité. Et puis en fait, on en est revenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur de l'hébergement serveur classique, infogéré, avec toute la sécurité qui va bien derrière, mais une infrastructure entre guillemets qui est hyper basique. Voilà. Alors, ok. Revenons du coup un peu sur Facebook et les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce serait impossible de faire ce que vous avez fait à l'époque ? Oui. Clairement. Oui, c'est plus le moment. Non, mais c'est plus le moment. Mais si tu veux, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 2014, Facebook est quasiment à son apogée en termes d'utilisateurs. Enfin, je veux dire, ils sont à pleine bourre sur le sujet. Il n'y a pas encore, on n'a pas encore passé le boom vidéo. Donc, en fait, les flux d'actualité sont remplis d'articles. Et en plus, les annonceurs, les gros annonceurs, sont pas encore là. Mmh. Donc, grosso modo, le flux d'actualité, c'est quoi ? C'est, comment dirais-je, ce que partagent tes amis, c'est des sujets, c'est les médias, c'est etc. quoi. Voilà. À cette époque-ci, c'est ça le flux d'actu. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe au niveau des partages ? Tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. On a une pénétration qui est, enfin une portée, si tu veux, sur nos fans qui est beaucoup moins importante qu'à l'époque. Voilà, on arrive quand même à toucher, pour te donner une idée. Tu vois, sur une page comme la nôtre qui a 370 000 fans, quotidiennement, on a une portée aux alentours des 300, entre 200 et 300 000. Voilà. D'accord. Et vous publiez combien de fois par jour à peu près ? On publie, ça dépend. Quand on est énervé, on peut publier jusqu'à toutes les heures. Alors sur les, tu vois, entre 9h et 21h, 22h, quoi. Hein, voilà. Sinon, je dirais en moyenne, c'est à peu près toutes les 2 heures. Ok. Alors, parlons un peu on va revenir un peu sur l'histoire. Donc, 2014, tu lances ça monte très très vite. Tu as dû être super surpris. Oui. Moi, je savais pas que ça existait. Hein. Comment dirais-je, si tu veux, comme je te l'avais dit, comme je te l'ai dit juste avant, j'étais plutôt sur du B2B ou si tu veux, tu sais aussi ce que c'est, hein, le trafic. On est sur du trafic qualifié, très précis, etc. Et là, c'était aux antipodes. C'est un trafic énorme d'un seul coup. T'es sur le temps réel analytics. Tu peux avoir d'un seul coup 300, 500, 1000 personnes qui sont en temps réel sur ton article parce que celui-ci commence à buzzer. Voilà. Alors, comment tu vis ça à l'époque ? Qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Il faut qu'on pousse plus le truc. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à cette époque, si tu veux, je fais la balance. C'est d'un côté écrire sur des sujets qui me plaisent pas, et puis voilà, m'occuper de clients, ce qui est pas toujours simple. Et de l'autre côté, travailler sur un projet complètement à moi, sur des sujets qui me passionnent et qui en plus ont l'air effectivement de plaire aux lecteurs. Voilà, la question elle s'est pas posée très 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 longtemps. À ce moment-ci, en fait, passer un petit peu le coup de massue des 2-3 premiers mois où je me disais ouais c'est pas possible, ça va pas durer. Et en fait, je décide de me mettre au fur et à mesure à 100% sur le dossier. Me mettre à 100% donc effectivement voilà sur ce jeune site Positiver et puis voilà. Alors après il y a eu plein de questionnements, c'est-à-dire est-ce que Positiver c'est un blog ou est-ce qu'on peut le transformer en quelque chose d'autre et en faire un véritable média à part entière. Et c'est là où si tu veux
grosso modo, au départ, j'étais vraiment tout seul sur le site. J'ai essayé de me faire accompagner par des rédacteurs, on va dire, traditionnels, si tu veux, voilà, sur de la rédaction web. Et bon, je trouvais que c'était intéressant, mais il n'y avait pas forcément le recul ou la qualité que j'attendais au niveau des contenus. Et donc à ce moment-ci, je me dis bon ben voilà, Positiver, on va pas en faire un blog, un gros blog, on va en faire un média. Et donc à ce moment-ci, en fait, je décide de recruter un premier collaborateur. Et il s'avère que ce collaborateur-ci, en fait, c'est Axel, qui aujourd'hui, en fait, est le responsable de la rédaction et qui est mon associé aussi sur l'entreprise. Voilà. Et Axel est un journaliste. Voilà. Donc, si tu veux, il apporte toute une vision différente sur le projet et qui va permettre, au fur et à mesure, voilà, de lui faire passer des caps. Alors, comment est-ce que tu as trouvé Axel à l'époque? Bêtement. J'ai posté, comment dirais-je, l'annonce sur la page Facebook. J'en ai parlé sur le site. Je crois même que je l'avais mis sur Pôle Emploi. Enfin, voilà, c'était pas une... Ouais, simplement, quoi. Il n'y a pas eu de choses particulières qui ont fait que voilà, je suis arrivé. Non, je pense que ça a été encore une fois un coup du bon endroit au bon moment, quoi. Est-ce que à l'époque tu as eu beaucoup de demandes et du coup tu as été obligé de faire un tri? Ah oui, forcément. Oui, sur les postes journalistiques, sur de la rédaction, il y a toujours beaucoup de demandes. Alors, parlons un peu business. Parce que avoir 3 millions de visiteurs, c'est une chose, mais comment est-ce que tu les transformes? Comment est-ce que tu monétises ces 3 millions de personnes? Alors, déjà, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, le site, il a explosé à 3 millions. Après, il est redescendu. C'est-à-dire qu'on a fait de la Dancy, si tu veux, entre 500 000 et 1 million, 1,5 million parfois, si tu veux, pendant pas mal de temps. Après, donc aujourd'hui, si tu veux, on a stabilisé l'audience et on est en croissance. On tourne à peu près aux alentours de 2,7 millions de visites par mois. D'accord. Okay. Donc ça, c'est notre moyenne. Donc avec une moyenne qui est assez lissée sur l'année. Comment est-ce qu'on fait pour monétiser derrière? En l'occurrence, derrière Positiver, en fait, il y a un modèle économique à 3 étages. Il y a un premier étage qui est celui, en fait, de la publicité traditionnelle du web, celle des bannières, celle, comment dirais-je, des pré-rolls que tu vas avoir devant les vidéos. Voilà, c'est vraiment la publicité basique du web. J'ai envie de te dire, c'est quelque chose où nous, on aimerait pouvoir s'en séparer. On aimerait pouvoir s'en séparer, mais aujourd'hui, force est de constater, si tu veux, que ça contribue à 60% de notre chiffre d'affaires. Et que c'est pas un élément sur lequel on peut faire une croix comme ça. Donc parfois sur des sujets ça nous embête parce que c'est un peu éloigné des valeurs qui sont portées par le site. Et voilà, mais pour l'instant j'ai pas d'alternative à ça malheureusement. Faudrait presque créer une régie publicitaire qui s'occuperait que de sujets healthy, tu vois. Il y en a, on a travaillé avec. Quand je dis, si tu veux, on a bossé avec des régies, on a bossé avec des partenaires techno, etc. Voilà, c'est pas juste AdSense, hein, je tiens à le préciser. Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça quand même, une fois qu'on commence à être sur des grosses audiences. Mais si tu veux, par exemple, tu vois, sur cette thématique des régies spécialisées sur les thématiques justement liées au développement durable, à tout ça, ça existe. Et nous, par exemple, on travaille toujours avec. On a travaillé longtemps avec une régie qui s'appelle Planète Verte.
et qui donc est spécialisé sur ces thématiques environnementales, développement durable et de la transition. D'accord. Mais la part que représentent, si tu veux, ces régies par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en programmatique, donc en automatisation, quoi, hein, avec les systèmes d'enchères qui vont bien, ça reste faible, hein, ça reste faible. Ça reste faible. Voilà. Ok, donc ça donc la publicité, c'est le premier niveau. Le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le financement par nos lecteurs. En fait, on propose depuis un peu plus de 2 ans. Non, j'exagère peut-être en disant un peu plus de 2 ans. Moi, je revérifie. Bon, ça fait un peu plus d'1 an et demi en tout cas. On propose en fait à nos lecteurs un système qu'on appelle l'abonnement supporter, qui est un abonnement en fait qui leur permet de soutenir le média. Donc c'est pour un petit prix, hein, c'est 1 euro par mois ou 10 euros par an. Et en fait, avec cet abonnement, si tu veux, ils éliminent la publicité sur le site. D'accord. Et c'est rentable pour toi par rapport à la publicité? Ouais, c'est beaucoup plus rentable que quelqu'un te paye 1 euro par mois que... D'accord. Oui, beaucoup plus. La publicité, si tu veux, pour réussir à en vivre, il faut passer des tonnes et des tonnes de pubs. C'est sûr, on n'est plus dans la première bulle Internet. Et non. Donc, si tu veux, oui, pour nous, c'est intéressant et on a lancé ça au départ avec un système où on proposait des contenus, tu vois, spécifiques et exclusifs pour nos supporters. On se disait, ça va cartonner et en plus, nous, on va mettre des moyens. Voilà, on avait lancé, tu vois, le fait de faire un reportage limite par semaine, si tu veux, pour nos supporters. Et il s'avère qu'en fait, on a fait un flop dessus, que aujourd'hui on plafonne à 800-900 abonnés, et ça représente 5% de notre chiffre d'affaires, même pas, quoi. Voilà. D'accord. Donc j'ai envie de te dire, moi je crois beaucoup à cette partie, sauf qu'on n'a pas du tout trouvé encore comment arriver à le faire fonctionner et à le faire fonctionner correctement. Est-ce que t'as regardé un peu ce que fait les sites comme Patreon? Ouais, bien sûr. En fait, ils proposent plusieurs niveaux à chaque fois. Donc t'as des gens, tu vois, ils sont prêts à donner que1 euro par mois, par exemple, mais tu pourrais proposer à certains des super fans qui seraient prêts à vous donner 500 euros par mois. Et du coup, ça augmenterait votre moyenne. Alors, on le fait aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, sauf qu'il n'y a pas de contrepartie. Mais grosso modo, c'est à prix libre et tu peux donner au-dessus de 1 euro, en fait. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, effectivement, oui, on a des lecteurs par rapport à ce que je vois, si tu veux, ce qu'on voit de notre côté sur un abonnement annuel, on a quelques lecteurs qui vont effectivement jusqu'à donner 100 euros. Voilà. D'accord. Voilà. Mais bon, tu vois, on n'est pas non plus sur des niveaux, comme tu dis, 500 par mois, quoi. Ouais. mais c'est normal. Et c'est normal. Je veux dire, quelqu'un qui va avoir envie de nous soutenir et de nous soutenir fortement, il faut que ça reste à un prix qui soit raisonnable néanmoins, quoi. Voilà. On est en mode grand public. Alors après, et c'est là où on vient au 3e étage, un petit peu de la fusée pour le côté monétisation, c'est que justement par rapport à l'échec un petit peu du lancement de cette partie auprès de nos lecteurs, on a décidé de pousser et de lancer, si tu veux, des dispositifs qu'on destine cette fois-ci aux entreprises, aux fondations, aux associations, alors grosses associations du coup, qui aimeraient pouvoir avoir accès à notre audience, pouvoir effectivement partager les initiatives qu'elles portent, comment dirais-je, leurs actus, et puis dans certains cas, quand ça fait du sens, leurs produits. Et donc effectivement, si tu veux, on a monté des dispositifs éditoriaux justement destinés à ces marques, à ces fondations ou à ces associations. Et donc, quand je dis des dispositifs éditoriaux, par exemple, c'est que
la marque X, elle va avoir un espace partenaire au sein de Positiver dans lequel effectivement elle peut publier du contenu sur ses actus, sur ses valeurs, sur son plaidoyer, sur les initiatives qu'elle soutient. Et donc ce contenu-ci est partagé, nous, sur le site, auprès de notre audience, en toute transparence, hein, c'est-à-dire que il s'agit pas de rentrer dans certains biais qu'on peut connaître, hein, voilà, sur le comment dirais-je, la publicité native où tu vois pas que c'est sponsorisé, sauf si vraiment tu te penches dans les mentions légales. Nous, c'est marqué dès le début, voilà, que ça a été réalisé en partenariat avec X, que la rédaction n'a pas participé à la création de ce contenu, et effectivement, c'est dans un écrin où en périphérique, on met en avant notre partenaire. Voilà, de manière à lui apporter de la visibilité. Voilà. D'accord. Bon, j'imagine que de toute façon, vous faites une sélection un peu drastique à l'entrée des partenaires. Et alors exactement, par rapport à la nature de Positiver, on n'a pas vocation à travailler avec tout le monde. Mmh. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes combien de membres dans l'équipe ? Alors, depuis hier, on est 6. On est 6. Donc, si tu veux, en fait, tu as 3 personnes à la rédaction. Mmh. Une personne au community management. Et puis tu as effectivement moi et un autre collaborateur où on est plutôt sur les aspects partenariat, business en fait. Voilà, sur cette partie-là. Ok. Et de mémoire, tu es basé à Orléans, c'est ça ? Alors, jusqu'à il y a peu, oui, mais en fait, j'ai déménagé, je suis à Caen. Ok. Et Voilà. toute ton équipe, vous avez des bureaux ou tout le monde est à distance ? Non, on a une organisation qui est très particulière, puisqu'en fait, l'entreprise est intégralement dématérialisée. Ok. On est tous en télétravail. C'est un choix qui a été fait au départ pour des raisons très personnelles. En fait, j'avais construit, si tu veux, après l'échec d'OpenSmart, quand je te dis que j'ai dégraissé, si tu veux, par exemple, j'ai lâché les bureaux. Voilà, tu vois, c'était ce type d'action. Et donc en fait, j'étais rentré à la maison et puis ça se passait super bien parce que du coup, ça me dégageait. Je voyais plus mes enfants, ce qui est important, et ça me permettait de dégager du temps, bah oui, tout simplement pour aller les chercher à l'école, pour les emmener le matin, pour et puis bah voilà, quand il y a le goûter, tu vois, prendre effectivement 10 minutes, aller prendre le goûter avec eux, ce genre de choses là. Et c'est vraiment quelque chose, tu veux, que j'ai de plus en plus apprécié. Et au moment quand Axel a comment dirais-je, a postulé, lui, il n'était pas du tout à côté d'Orléans. Et au départ, je lui ai dit, bah écoute, voilà, moi je fonctionne comme ça. Si ça t'intéresse, tout simplement, on fonctionne de la même manière pour toi. Et moi, ça me pose pas de soucis, quoi. Et donc, bah Axel a été d'abord en télétravail, puis après, voilà, on a eu d'autres recrutements où pareil, on a continué de faire avec cette approche-ci. Et voilà. Et donc oui, aujourd'hui, on a cette organisation-ci et on utilise la technologie pour gérer tout ce qui est le travail collaboratif qu'on peut réaliser ensemble. Parce que voilà, télétravail ne veut pas dire chacun travaille dans son coin. Ça veut simplement dire qu'effectivement, on travaille ensemble sur les différents sujets qu'on a à travailler au quotidien, mais on le fait grâce à la technologie sur justement les aspects collaboratifs, quoi. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui te motive au quotidien pour continuer Positiver ? Je crois que le premier point, pour moi, c'est la dimension sens. Si tu veux, quand tu as travaillé longtemps sur des choses qui te motivent pas ou t'intéressaient pas particulièrement, le fait de travailler sur un projet où tous les matins tu te lèves et ça t'éclate, parce que les sujets abordés je veux dire, te parlent, parce que les contacts que tu arrives à créer et à générer, si tu veux, sont intéressants, sont stimulants, enfin,
pour moi, j'ai une chance qui est énorme sur ce sujet-là, si tu veux. Et honnêtement, il y a très peu de thématiques qui aujourd'hui arriveraient, si tu veux, à m'apporter cette dimension de satisfaction et bonheur personnel, si tu veux, dans le travail. Et comme ça, en y réfléchissant bêtement, tu vois, j'en vois qu'une seule, c'est les jeux vidéo. C'est-à-dire, voilà. Je comprends que trop bien les deux sujets, puisque ma première entreprise, c'était un site de médias sur les jeux vidéo quand j'avais 18 ans. Voilà. C'était un peu comme toi quand tu as lancé Positiver, tu vois, j'étais passionné par le sujet, donc j'écrivais plein d'articles sur des jeux multijoueurs, et ça a cartonné parce que c'était la première bulle Internet. Et sur quelque chose d'un peu plus récent, là, il y a quelques mois, j'ai lancé avec ma compagne une nouvelle marque de thé bio et éco-responsable. On fait vraiment attention à toute la chaîne, si tu veux, de création, les paquets, enfin, vraiment, on essaye de faire au maximum pour avoir du sens, comme tu disais. Et on gagne rien pour l'instant. Je vais être honnête, la rentabilité sur du thé comparé à, par exemple, vendre des formations avec Social Media Pro, ça a vraiment rien à voir. Oui. Mais ça a beaucoup plus de sens pour nous. Et du coup, ça nous éclate de travailler là-dessus chaque jour. Ouais, tu m'étonnes. Après, les échelles peuvent être différentes aussi. C'est sûr. Voilà. C'est sûr, si on vend dans toutes les boutiques bio de France dans quelques années, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au tout début. Il faudra qu'on en reparle. Alors, aujourd'hui, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France ? Écoute, j'ai pas de... Je vais t'avouer, là-dessus, j'ai pas forcément d'avis, si tu veux, ou un message que j'aimerais faire passer. J'ai été longtemps, pendant une époque, à être, tu vois, sur des aspects, être entrepreneur, c'est génial, etc. Et presque tout le monde devrait s'y mettre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense que si tu veux, le fait de le travailler au quotidien, le fait de le vivre au quotidien fait que j'ai une vision peut-être plus pragmatique du truc. Pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. En termes de stress, en termes de violence parfois, je veux dire, sur les aléas de la vie d'une boîte, en termes de risques. Voilà, alors même si forcément ça reste des risques très limités, mais je veux dire, il faut arriver à vivre avec et à bien vivre avec. Donc voilà, c'est une expérience géniale, et si c'est fait pour vous, c'est tant mieux, parce que vous allez, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper stimulant au quotidien. Mais je me positionne pas, tu vois, sur une advocacy particulière de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Voilà. Ce que je dis souvent, c'est que quand tu deviens entrepreneur, c'est en gros, tu es prêt à bosser 70 heures pour toi au lieu de bosser 35 heures pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Et puis au début, tu es prêt à bosser 70 heures pour toi pour gagner 3 fois moins que si tu bossais 35 heures avec quelqu'un d'autre. Si tu gagnes quelque chose. Si tu gagnes quelque chose. Bah, enfin, bon, après, voilà, il y a aussi le côté très pragmatisme de l'entrepreneur. C'est à un moment donné, il faut vendre, quoi. Enfin, c'est ça. Enfin, je veux dire, on n'y va pas avec. Enfin, si, tu peux y aller avec des fleurs en fusil, mais dans ce cas-ci, monte une assoce, pas une entreprise. C'est clair. Tu vas beaucoup plus t'éclater, et puis en même temps, tu vas avoir la possibilité d'avoir d'autres personnes, tu vois, qui ont le même rêve et qui ont la même vision que toi, de venir bosser avec toi en tant que bénévole, et ça va être génial. Mais oui, dans ce cas-ci, il faut pas monter une entreprise, par contre. Alors, revenons un peu sur les médias sociaux. Comment vous les utilisez aujourd'hui ? Donc, vous publiez régulièrement, mais est-ce que vous faites autre chose, de la publicité, ou c'est vraiment que de l'organique tout le temps ? Non, c'est que de l'organique aujourd'hui. Alors, pour être complètement transparent, bien sûr, on a de la publicité, mais on a de la publicité en fait qui vont concerner quasi essentiellement les collaborations de contenu qu'on peut avoir. C'est-à-dire que voilà, ça va concerner en fait nos partenaires. Nous, sur la diffusion du contenu, c'est essentiellement du naturel.
je mets un bémol dans le sens où on est toujours en quête, si tu veux, de tester des nouvelles approches. Et honnêtement, le paid media me fait pas plus. Tu vois, c'est pas quelque chose où je me dis c'est mal par rapport à du earned media. Donc, si tu veux, on est tout le temps en train de tester des choses de ce côté-là. Mais force est de constater que, si tu veux, tu as une réalité dans le média. C'est quel est le revenu par mille de ton site. Et à partir du moment où tu connais tes indicateurs, ok, ton revenu par mille visites, ton revenu, donc revenu par mille, c'est revenu par 1000 pages vues. À partir du moment où tu commences à connaître ces indicateurs, que tu les maîtrises bien, que tu vois comment est la mécanique, tu peux te dire, ok, si je peux acheter en dessous de ce revenu par mille, après tout, ça peut fonctionner. Et donc voilà. Mais nous, par rapport à là où on en est aujourd'hui et par rapport au coût et notamment en publicité Facebook aujourd'hui, je veux dire, ça coûte 15 à 20 fois plus cher qu'il y a 3 ans. C'est sûr. En fait, c'est pas rentable. Tu vois, j'ai refait des tests il y a pas longtemps, on n'est pas rentable dessus. Donc, voilà, on va pas s'énerver. Donc, aujourd'hui, les gens qui vous trouvent, les nouveaux visiteurs, ça vient d'où principalement? Du référencement ou des partages sur les réseaux sociaux? C'est aujourd'hui, si tu veux, le média en termes de source de trafic marche sur toutes ses jambes. C'est-à-dire que on a encore une bonne partie effectivement qui nous trouve via les réseaux sociaux et via la diffusion naturelle de nos sujets. Mais on a aussi un référencement naturel, si tu veux, qui commence à être sympa. Bon, il y a 9000 articles sur le site, donc voilà. Ça aide. Et puis, on a plein de sources d'amélioration, je veux dire, dans la structure SEO, de manière qui devrait nous permettre, si tu veux, d'aller passer des caps sur le sujet. On a aussi toutes les plateformes de news, où là, c'est quelque chose d'assez récent pour nous, parce qu'en fait, on a commencé les optimisations ce début d'année pour Google News, et puis plus récemment pour toutes les autres plateformes. Donc effectivement, où là, on a un trafic qui commence à être aussi intéressant en provenance de ces différentes plateformes. Voilà, aujourd'hui, on a le trafic direct sur lequel on a des lecteurs qui aiment notre site et qui tapent presque tous les jours, voilà, le nom Positiveur dans leur navigateur pour arriver chez nous. On a une newsletter, si tu veux, sur laquelle on a 19 000 abonnés. Alors 19 000 abonnés, c'est pas une grosse newsletter par rapport à la taille du site, mais je tiens à apporter une précision. Il s'agit d'une newsletter quotidienne. Quotidienne, propre, nettoyée, avec grosso modo plus de 40-50% de taux d'ouverture. Ah oui, c'est moi. Voilà. Donc, alors, quand tu dis nettoyer tout ça, ouais, en gros, vous attendez combien de temps pour virer quelqu'un de votre liste qui n'aurait pas ouvert vos emails depuis longtemps? Ou est-ce que vous les gardez entre 1 et 3 mois. Entre 1 et 3 mois? Ouais. Mais tu sais, c'est une quotidienne. Hein. Donc si tu as une personne, on lui a envoyé, comment dirais-je, sur le mois, tu vois, quasiment 20 newsletters. Il en a ouvert aucune. Bon, c'est que l'adresse est morte. Il les regarde pas ou. Il est plus intéressé. Non, ou qu'il est plus intéressé, exactement. Exactement. Mais généralement, plus intéressé, tu vas avoir quand même 1 ou 2 ouvertures de temps en temps et voilà. Mais bon, on a plein de choses à améliorer sur la newsletter et ça fait partie des sujets qu'on va traiter d'ici la fin de l'année. Avec des petits tests que j'ai en tête. On a aussi les notifications push, où là on a plus de 160 000 abonnés. Et donc, si tu veux, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a une structure de trafic qui est beaucoup plus saine que en 2014 où, grosso modo, si Facebook nous avait coupé les vivres, on passait je dis une bêtise, mais tu vois, de 100 000 visites par jour à 0, quasiment du jour au lendemain, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez un peu le branding de Positiveur? Mal.
Non, pareil, tu vois, j'aimerais tellement pouvoir te répondre qu'il y a tout un travail qui est effectué sur le sujet. Mais honnêtement, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2014, on est focus sur un point. Et donc, ça s'est vraiment fait avec la transformation blog à média. On est focus sur le point de pouvoir apporter chaque jour de la valeur à nos lecteurs à travers notre contenu. Le branding qu'on a travaillé pour Positiver, c'est la qualité, la pertinence de notre contenu. Et encore, le chemin est loin d'être terminé. On a plein de choses qu'on pourrait améliorer, plein de nouvelles typologies de contenu qu'on pourrait effectivement aller développer. Tu vois, on s'est mis à la vidéo depuis le début depuis cette année. Enfin, on avait fait des tests il y a 2-3 ans, il y a 2 ans. Mais là, on s'y est remis sérieusement. Et nos vidéos, pour l'instant, c'est des formats hyper simples qui sont des mélanges de vidéos, de photos, de textes, de bandes son. Ça a du sens pour nous parce que ça nous permet de commencer à créer un inventaire, et cet inventaire, il a une valeur, si tu veux, d'un point de vue revenu en fait sur le site. Mais tu vois, on aimerait pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire pouvoir se déplacer sur le terrain, pouvoir faire des reportages, pouvoir réaliser des interviews aussi sur les différents sujets qu'on traite. Voilà, j'ai envie de dire le meilleur branding qu'on peut avoir, et ce qu'on a travaillé d'un point de vue branding, c'est avant tout notre contenu. Maintenant, au-delà de ça, honnêtement, il n'y a pas eu de grandes choses de faites. Et justement, ça fait partie des points sur lesquels je sais qu'il est essentiel qu'on avance dans les prochains mois et surtout sur l'année prochaine, parce que c'est un des éléments en fait qui nous manque aujourd'hui pour aller toucher, si tu veux, des entreprises de taille un petit peu plus importante ou des assos de taille un peu plus importante, pour qu'on soit identifié comme un partenaire à la fois potentiel, de qualité, et en même temps avec des valeurs communes sur des opérations de plus grande taille, si tu veux. Voilà, donc à plus forte valeur ajoutée pour nous aussi, quoi. Carrément. Alors, puisqu'on est en plein dedans, une idée comme ça pourrait être de créer un podcast avec des interviews de créateurs, justement de gens qui seraient dans la thématique. C'est exactement ce que je te disais en off. Tu vois, on est en train de réfléchir, tu vois, par exemple, à ça, quoi. Ça peut être effectivement des projets porteurs de sens. On aimerait bien aussi aborder, même si c'est un peu plus niché, la thématique de la RSE. Parce que bon, effectivement, tu as des porteurs de projets, et puis aussi après, tu as des projets de plus grande envergure, et en même temps des acteurs qui, au sein d'entreprises, effectivement, travaillent au quotidien pour améliorer les choses du point de vue environnemental, transition et autres. Et donc, tu vois, on aimerait aussi pouvoir échanger sur ces aspects-ci. Voilà, mais tout ça, pour l'instant, ça bouillonne. On est en train de poser des idées sur le papier, et on va le déployer sur l'année prochaine. Bah, c'est intéressant tout ça. J'ai hâte de voir ce qui se passera en 2020 du coup. Bah écoute, moi aussi. Est-ce que tu as une vision un peu sur les tendances des médias dans le futur ? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Est-ce qu'on va... On a déjà beaucoup de choses au niveau de la vidéo, bien sûr, qui se fait beaucoup, mais quel va être le format qui va être le plus intéressant pour les gens ? Alors moi, je crois que le texte ne sera jamais mort, déjà. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'est vrai que forcément, ça pondère un peu tout le reste. Non, je pense que si vraiment on est en mode prospective, la voix, c'est quelque chose qui va se déployer fortement, je pense, dans les années à venir, à travers effectivement les différentes plateformes qu'on peut avoir, type Google Home, Alexa, etc.
Et c'est là où, entre guillemets, enfin pour des médias, il va falloir être bon et avoir des marques connues et reconnues, parce que effectivement, voilà, si tu te dis Google, ok Google, donne-moi des bonnes nouvelles, et tu peux l'essayer, bah voilà, tu vas avoir une sélection d'articles sur des sujets X ou Y qui sont liés, par exemple, à nous dont on parle. Mais ça génère pas de trafic, sur les médias en question. Alors que effectivement, si demain, ok Google, c'est quoi les derniers articles de Positiver? Et donc effectivement ta marque elle est installée dans ton esprit, enfin tout cas dans l'esprit de tes lecteurs, et qu'ils savent que chez toi effectivement ils vont avoir ces différents éléments, là effectivement ça pourra derrière générer du trafic et autres. Mais je t'avouerai que pour l'instant, quand on dit la voix, je pense, c'est pas les podcasts que je mets derrière. Même si je pense que, si tu veux, les podcasts ont un vrai, enfin là il y a un revival, donc c'est cool. Moi j'adore le format voix, donc c'est vraiment quelque chose qui me botte. J'écoute pas mal de radio aussi dès que voilà, je suis en déplacement ou autre. Et donc podcast radio, c'est top. Mais quand je dis la voix, c'est vraiment plutôt les plateformes et les utilisations qu'on peut avoir demain, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier ou tu vois un endroit où on peut mettre par exemple des descriptions audio et qui permettrait de les ressortir automatiquement quand quelqu'un fait un OK Google. Faut avoir un lien avec Google, pour arriver à faire des formats comme celui-ci, et à faire en sorte qu'ils ressortent. Voilà. C'est donc beaucoup de questionnements là-dessus de mon côté, sur le côté voix. Après non, sur l'avenir des médias, j'ai pas de. Je pense que les grosses tendances actuelles, effectivement, sur la vidéo, le côté natif, sont des tendances de fond. Je suis un peu plus perplexe sur le côté natif, d'un point de vue tout simplement modèle économique. Mais voilà. Je sais pas si ça répond directement à ta question. Si. C'est ta vision donc autour de la voix, une évolution à ce niveau-là. Non, c'est intéressant. C'est vrai que tout le monde aura ce genre d'outils chez eux dans quelques années. Non, mais c'est tellement simple. Mais c'est même pas une question d'outils, parce qu'au final, ton téléphone le fait. C'est vrai. Si tu veux. C'est-à-dire que le jour où effectivement tu as un Google ou un Apple qui décide que l'interface voix elle est à privilégier et que du coup on va de plus en plus l'utiliser, parce qu'aujourd'hui on en est au balbutiement. Enfin, je veux dire, Google Home, tout ça, ou Siri, c'est en termes de compréhension, en termes de réponse, de qualité des réponses, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est des bébés par rapport à ce que ça pourrait être demain. Voilà, pour moi, c'est même pas une question d'outils, parce que le device, il est là. C'est celui-là. Donc, alors, un peu toujours dans les tendances futures, mais pas que. Comment est-ce que tu vois un peu l'évolution, en fait, de la façon dont la population appréhende les sujets autour de l'écologie? Je vais un peu aller plus loin dans mon explication. On va dire, ces dernières années, on sent déjà, par exemple dans les dernières élections européennes, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont voté vert. Donc on sent que les gens sont de plus en plus sensibles, sûrement grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs, puisqu'ils partagent beaucoup de vidéos sur des sujets importants autour de l'environnement. Et comment est-ce que tu vois ça, toi? Est-ce que t'es dedans, quelque part, avec Positiver? Alors, ma vision là-dessus, c'est qu'effectivement, on a quand même, il y a eu un vrai changement de paradigme. Je pense que, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a certainement contribué, je veux dire, au démarrage qu'on a pu avoir avec Positiver. Je pense qu'effectivement, sur ces dernières années, il y a quand même une véritable prise de conscience
qui se fait sur ces différents sujets. Et alors j'ai plus du tout les chiffres en tête parce que voilà, mais il y a comment dirais-je, il y a eu un sondage qui était sorti récemment justement sur l'intérêt des Français par rapport justement aux thématiques écologiques, où ça montrait que voilà, je crois que c'était 70 ou 80% des personnes se sentent concernées par ces différentes thématiques. Tant mieux. Enfin, quand on est à une époque où entre guillemets la maison brûle, faut qu'on arrête de regarder ailleurs de toute façon, quoi. Je suis pas un adepte, si tu veux, de l'effondrement ou je me retrouve pas forcément dans tout ce qui est partagé sur cet aspect-ci, mais ce qui est sûr, c'est que si on fait rien, on va au-devant de graves problèmes et c'est d'autant plus emmerdant qu'aujourd'hui, quasi rien n'est fait. Voilà. Bon, il y a bien sûr, il y a l'investissement personnel sur ces différentes thématiques, mais tu vois, enfin, pas plus loin qu'hier, je regardais une étude sur comment dirais-je, les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'était une liste des entreprises, tu vois, les entreprises qui sont responsables, en fait, le top 20, et le top 20 c'est plus de 30%, plus d'un tiers, en fait, même des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ben dans le top 20, il y a que des boîtes d'hydrocarbures. Enfin voilà, on sait ce qu'il faut, on sait sur quoi il faut avancer, on sait effectivement, c'est certainement très douloureux d'avancer sur ces différents sujets, et ça le sera. Mais ouais, voilà ce que je peux te dire. Donc si je récapitule, parce que là j'ai un peu divagué, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience, et c'est tant mieux, parce que la maison brûle. Mais maintenant, au-delà de la prise de conscience, c'est vrai qu'on commence à se poser un peu la question de quand est-ce qu'il va y avoir de véritables actions sur le sujet. Voilà, et pas juste oui, on va diminuer de 10% nos émissions d'ici 2040. Voilà. Ouais, c'est toujours un peu ça. Ouais. Enfin, d'ici 2050, on va mettre en place des choses, tout ça. J'ai vu passer, alors j'ai pas cité les marques on va éviter de s'attirer des ennuis, mais en fait, c'est une marque de prêt-à-porter qui dit que d'ici, je sais plus, 2040 ou 2050, ils auront un taux d'émission neutre. Mais en gros, leur solution, si tu veux, c'était de créer des usines de captation de carbone pour les enterrer sous terre. Alors que c'est une technologie qui, a priori, n'est pas du tout encore au point. Et en gros, ils espèrent que ce sera au point d'ici 2040 pour mettre ça en place. Et là, voilà. Tu te dis, bon, il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire avec des technologies qui fonctionnent déjà, plutôt que d'espérer que d'ici 20 ans, ça fonctionnera, quoi. Ouais, clairement. Enfin, moi, je suis pas, tu vois, je suis pas non plus dans l'approche de la solution technologique magique qui va nous sauver sur ces différents éléments-ci. Donc ouais, je pense que c'est surprenant que la marque ait dit ça, parce qu'aujourd'hui il y a des moyens de compenser qui existent déjà, quoi. Sur les émissions. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, en fait, tu le lis quand tu vas lire dans les petites lignes, si tu veux, de leur site, qui met bien en avant qu'ils vont changer les choses, etc. Enfin bref, c'est un peu du greenwashing. Tu vas regarder. Ouais. J'enverrai ça. Bon, je te propose de passer aux questions éclairs de fin d'interview. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ? Non.
Ok, comme ça, c'est réglé. Non, je creuse juste parce que justement ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. À une époque, si tu veux, j'avais tendance à conseiller des bouquins comme ça et en fait, moi-même je lis pas énormément. Il y a des bouquins que j'adore, mais si tu veux que je vais pas conseiller à tout le monde sur une cible entrepreneuriat. Un peu par rapport à ce que tu m'expliquais. Si, alors il y a un petit bouquin que j'aime bien, c'est Le Deep de Seth Godin. Pourquoi? Déjà parce que moi, il m'a permis d'arriver à sauver la boîte. Et le deep, en fait, grosso modo, c'est savoir quand un projet est fini qu'il faut l'abandonner, quoi. Voilà. C'est un tout petit bouquin, ça se lit très bien, et ça permet de s'ouvrir un peu les chakras sur le fait de prendre un peu de distance vis-à-vis de ce sur quoi on travaille au quotidien et de savoir effectivement quand un truc marche pas, dire stop. Voilà. Alors, puisqu'on parle de Seth Godin à l'américaine, est-ce que le nom de ton entreprise, Tribe Leader, était lié à un de ses livres? Je crois que c'était Tribe, non? Ouais, Tribu. Oui, si, c'était ça. Ok. Est-ce qu'il y a une citation? Ouais. J'aimais beaucoup Seth Godin. Voilà, c'est un auteur que j'apprécie énormément. Donc à la limite, on pourrait recommander tous les livres de Seth pour les entrepreneurs. Ouais, moi il y a 2 auteurs, franchement, c'est Gary Vee, Seth Godin. Voilà. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Oui. Et d'ailleurs, on l'a dans dans la présentation du média. C'est une citation d'Oscar Wilde qui dit une carte du monde sur laquelle ne figure pas le pays d'utopie ne mérite pas le moindre coup d'œil. C'est beau. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parce que ça nous permet de nous rappeler qu'en fait, si tu veux, c'est un peu aussi l'idée qu'on avait mis derrière Positiver. C'est le fait de pouvoir montrer que oui, effectivement, bien sûr, il y a des problèmes, bien sûr, il y a des sujets qui sont difficiles, mais au-delà de ça, il y a aussi des solutions qui existent et pouvoir les montrer, pouvoir effectivement expliquer qu'il y a des choses qui marchent, qu'on peut arriver à trouver des solutions à ces différents problèmes de société ou d'environnement. Voilà, ça permet de se dire ok, ça fonctionne, quoi. Alors tout n'est peut-être pas parfait, mais il y a peut-être des choses à essaimer dont on peut s'inspirer ou qui pourraient grossir. Et donc voilà. Alors c'est pas une de mes questions éclairs de fin d'interview, mais est-ce qu'avec tout ce que vous partagez sur Positiver, est-ce que parfois tu vois des projets où tu te dis c'est vraiment incroyable et finalement quelques mois après t'en entends plus du tout parler et t'es un peu déçu que ça n'ait pas pris un essor? Alors oui, ça arrive fréquemment et d'ailleurs ça fait partie de réflexions qu'on se pose et qu'on s'est posé en interne. C'est chez nous par exemple, ce serait effectivement d'essayer de faire davantage de suivi sur les différents projets qu'on traite. Maintenant effectivement c'est compliqué, c'est-à-dire que à la fois tu vois 6 personnes ça peut paraître important comme ça. Comme taille d'entreprise pour une personne qui démarre, et à la fois 6 personnes pour un média, si tu veux, on est la plupart du temps sous-staffé et plutôt en souffrance sur ce qu'on a à faire au quotidien. Donc voilà, ouais, moi ça m'arrive effectivement d'avoir des sujets où je me dis tiens, où est-ce qu'ils en sont, et puis s'apercevoir qu'effectivement rien n'a bougé. Que au-delà de la bonne idée de départ, en fait, il n'y a pas eu d'évolution. Et ça fait partie des points que j'aimerais qu'on arrive à traiter chez nous. Voilà.
Tu le notes pour 2020 dans la to-do. Ouais. Bah après, après ça, c'est avec la rédaction. La rédaction, elle est Ouais. indépendante. Moi, j'influe pas, si tu veux. C'est pas moi qui vais leur dire sur quoi écrire. Hmm. Ce sont des journalistes qui sont indépendants d'un point de vue. Voilà. Bien sûr, il y a une ligne éditoriale qui est fixée, qui est écrite, mais après, la manière effectivement dont ils s'en saisissent, ils sont indépendants si tu veux, dans les choix et les traitements des sujets. Donc moi, je fais de l'advocacy, tu vois, pour dire par exemple, tiens, ce serait pas mal qu'on fasse des retours sur les sujets. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, est-ce que tu as une routine matinale? Oui et non. Enfin, c'est bête, mais dès que je peux, j'emmène mes enfants à l'école. Voilà. Pour moi, tu vois, en termes de routine matinale, ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Si je peux emmener mes enfants à l'école, moi, c'est bête, hein, mais ça m'a fait marcher, ça m'a permis de passer du temps agréable avec eux, de les motiver pour leur journée, d'avoir mon bisou d'au revoir et donc moi d'être motivé pour ma journée. Enfin voilà. Alors, comment est-ce que tu organises tes journées de travail une fois que tu as emmené tes enfants à l'école, du coup? Alors, comment est-ce que j'organise mes journées de travail? Grosso modo, si tu veux, de 9h, à 9h30, c'est ce que j'appelle, pour moi, c'est les temps d'accueil. C'est grosso modo, tout le monde arrive sur le chat, on dit bonjour, on se tient au courant des nouvelles de la journée, on peut échanger, on peut parfois aussi poser des questions ou tout simplement apporter du feedback sur ce qui est en train de se passer dans la boîte ou autre. Après, généralement, je vais faire tout ce qui est reporting, c'est-à-dire regarder les chiffres, comment s'est passée la journée d'avant, d'un point de vue trafic, d'un point de vue revenu, sur ce qui est visible à J+1. Donc voilà, avoir une première idée de grosso modo, est-ce que la journée a été rentable ou pas, quoi, tout simplement. Et puis bah après go. Après j'enchaîne des rendez-vous, après j'ai pas d'autres organisations, si tu veux, particulières dans la journée, si ce n'est à fond jusqu'à ce que je débranche. Okay. Est-ce que du coup ça t'arrive encore d'écrire pour le site ou tu laisses vraiment ça à la rédac? Alors, ça peut m'arriver, mais sur de l'utilitaire. C'est-à-dire, je vais pas écrire sur des sujets. Non. Chacun son. Si tu veux, la rédaction sont des journalistes et ils sont là pour justement cette partie info et traitement de l'info. À la rigueur, tu vois, ça pourrait m'arriver de traiter de l'éditorial, pourquoi pas, mais faut vraiment que je sente que j'ai un truc de particulier à amener sur le sujet, et pour l'instant voilà, c'est pas réellement le cas, parce que c'est pas au cœur de mes problématiques quotidiennes, si tu veux, et puis par contre, effectivement, dans le cadre du travail là qu'on va faire sur notre communication et sur le branding de Positiver, et Positiver comme étant une marque effectivement qui en même temps peut s'adresser à un public B2B. Là par contre, je vais travailler des choses. Voilà. D'accord. Ça, est-ce qu'il y a des tâches que tu adores dans la journée? Pas de tâches particulières que j'adore. Non. Quelque chose que tu détestes alors, peut-être? Eh ben non plus. Non, si tu veux, ce que j'adore, c'est ce sur quoi je bosse. C'est et tout du le projet coup, finalement que t'as. comme je bosse sur quelque chose qui me plaît, j'arrive pas à détester quelque chose. Pourtant, parfois, la compta m'emmerde, mais... Ouais, j'imagine. mais non, mais tu vois... mais même ça, si tu veux, je peux pas le détester, parce que ça me permet de
ça me permet d'ouvrir les yeux sur des problématiques particulières ou tout simplement, enfin voilà, de mettre le doigt sur des points qu'il faudrait qu'on arrive à traiter et qu'on n'a peut-être pas suffisamment priorisé et autres. Donc non, tu vois, honnêtement, tu vois, j'entreprends depuis 2012, donc Positiver c'est 2014. Je sais pas si la comparaison elle est bienvenue. Hein. Je m'égare peut-être, mais tu vois, il y a l'excitation du début justement qui peut te faire de dire tiens vraiment c'est génial ça, ou te faire monter en épingle sur une tâche en particulier. Elle est passée. Tu vois, Ouais. bien sûr, il y a des trucs qui m'enthousiasment. Et dès qu'on bosse sur des nouveaux sujets, si tu veux, forcément, ça m'éclate. On est dans la construction, on est en train d'avancer avec l'équipe, ils sont motivés, c'est cool. Et ça, franchement, je kiffe. Mais tu vois, dans mes tâches, on va dire un peu qui reviennent au quotidien, il n'y a rien que je déteste ou rien qui me fait qui est du même niveau que par exemple bosser sur une nouveauté avec l'équipe. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un outil ou une application que tu utilises tous les jours? Il y en a plein. Travail collaboratif, nous on est des grands fans de si tu veux, de la suite Google. Et on utilise aussi Trello. Ok. Qui est vraiment hyper puissant à plusieurs. Vous utilisez pas Slack? Tu utilises la fonction dans Google? Non, on utilise Google Chat. Ouais, exactement. Ce que tu veux, en fait, on payait pour Google Chat. Enfin, on payait pour Google Suite. On payait pour Slack. On a dit, on va arrêter de payer pour Slack, puis on va utiliser le chat de Google, qui est quasi pareil. Et ça ira très bien. Bon, il y a 2-3 trucs qui changent sur lesquels il a fallu qu'on s'adapte. Mais au final, par rapport à notre utilisation à nous, on n'a pas trouvé, tu vois, de choses qui nous étaient bloquantes, quoi. Ouais, exactement. Non, au quotidien, Google Meet, hein, forcément. Mais enfin bon, on reste, tu vois, dans la suite Google. Dans la suite Google. Il faut dire que c'est quand même pas mal, hein. Tout ce qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Quoi. Ouais, clairement. Et après, moi j'ai 2 pépites qui, après tu me diras si, mais de toute façon je pense que tu les connais. C'est sur le côté CRM, sales, etc. J'y suis pas allé tout de suite, mais lorsque je l'ai découvert, j'ai compris qu'il y avait un avant et un après. C'est HubSpot, qui pour moi est vraiment génial sur tous les aspects, sur les aspects business. Et puis pour tout ce qui est réseaux sociaux, on est fan de Agorapulse. Ok. Voilà. Alors, ça me fait penser justement pour gérer vos emails, donc 19 000 emails par jour. Vous utilisez quel outil? Écoute, alors, historiquement, on était Mailchimp. On est allé chez... tu vois, j'ai même plus le nom en tête. C'est un français ou un... Non, c'est pas un français. Okay. On est allé chez... Écoute, je l'ai plus du tout en tête, j'ai un trou. Enfin, grosso modo, on avait changé et on est revenu sur Mailchimp. D'accord. Voilà. Qui pour nous, en fait, de tout ce que j'ai essayé, et on en a fait quelques-unes, hein, si tu veux, alors pour Positiver, on en a fait 2, puisque Mailchimp, on était parti, on était revenu. Mais après, dans d'autres contextes, moi, j'en ai essayé pas mal. Je me retrouve toujours à revenir sur Mailchimp, en fait. Qui est versatile, qui est simple, qui a des templates qui sont tout à fait good enough dans la plupart des cas, qui est pas excessif en tarif,
un peu plus cher que certains autres, mais pas excessif non plus. Voilà. Ok. Mailchimp alors. Ouais, je suis très content de Mailchimp. Alors, si tu commençais une entreprise aujourd'hui, en gardant tes compétences et avec seulement 1 000 euros de budget, dans quoi les dépenserais-tu? Juste le côté budget? Ouais, juste le côté budget. Bon, je mettrais grosso modo 10% dans la création d'un site. Mhm. Mais qui serait une expression minimum d'un site, c'est-à-dire une page d'accueil, un à propos, contact, pourquoi pas un ou deux billets de blog, mais surtout en fait derrière des landing pages. Et tout le reste, quasi tout le reste en fait. Alors là, je parle du budget, hein, pas de montant, hein, parce que bien sûr, si tu veux, enfin grosso modo, je crée un lead magnet, c'est le premier point. Et après, je balance le reste, alors avec parcimonie au début, parce que le but, c'est vraiment d'arriver à trouver un bon ciblage et ce qu'il faut, qui va bien, quoi. Mais je balance le reste en pub. Ok. Donc pub, plutôt Facebook, plutôt Google. Ça dépend du business. Ouais. Ça dépend du business. Mais grosso modo, oui, un lead magnet ou alors une offre directe et la tester upfront vis-à-vis du consommateur. Et bon, voilà, tu vois. Pour moi, ce qui est important quand on démarre un projet, c'est être le plus court possible sur le time to market. Parce que grosso modo, de toute façon, la vérité quand tu lances un projet, c'est pas toi qui l'as, c'est tes clients. Donc, le plus tu vas être au contact avec tes clients, le plus tu vas avoir effectivement de réels retours. C'est-à-dire, est-ce que les personnes sont prêtes à sortir leur carte bleue sur tel ou tel sujet? Ou alors, est-ce que effectivement le lead magnet que tu as mis en place te permet d'avoir des leads qualifiés qu'après tu vas aller chasser, d'un point de vue plus prospection. Tu vois, ouais, c'est les vraies questions du début, quoi. Donc un time to market hyper rapide et puis une offre et de la visibilité sur cette offre. Et quand tu démarres, t'as rien comme visibilité, donc il faut aller l'acheter. Et voilà. Donc oui, après ça dépend du sujet. En B2B, a priori plutôt LinkedIn plus Facebook. Et en B2C, plutôt Facebook, mais j'ai un biais parce que si ça se trouve, je me pencherai quand même sur la question de Google quand même. J'ai un biais, c'est que j'ai fait très très peu d'acquisition search. Donc c'est pas un sujet que je maîtrise, donc c'est pas le sujet auquel je pense tout de suite. Ok. Voilà. Alors, en conclusion, où est-ce que tu vois Positiver dans 5 ans? Un véritable média à part entière avec une vraie rédac, une prod derrière, des journalistes sur le terrain. Et puis une foule de lecteurs qu'on arrive à inspirer chaque jour, justement sur ces différentes thématiques sociétales et environnementales. Et qui du coup, en plus, ont envie de nous supporter et de devenir supporters. Et ce qui nous aura permis d'éliminer la pub. Voilà. Mais ouais, bon. C'est ça. Je te souhaite d'y être. Développer plus de contenu, mais en même temps plus de qualité, une quantité de qualité en fait. Et des lecteurs fans et heureux. De ce qu'on leur amène, quoi. Hein, voilà. Et pour finir, donc où est-ce que les auditeurs peuvent aller sur Internet pour en apprendre plus sur ton travail? Tout simplement découvrir en fait notre média. Hein, c'est sur positiver.fr. Positiver, ça s'écrit Positivr.fr. Et puis après, j'ai aussi un site perso, mais honnêtement qui est complètement vide, donc on va éviter de le mettre en avant. Mais voilà. Ok.
Donc, direction Positiveur. Et puis ensuite, vous les suivez sur Facebook, sur Instagram, partout. Twitter, Voilà. YouTube. Et pour moi, pour être en contact avec moi directement, le mieux, c'est LinkedIn aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc, vous cherchez Harold Paris sur LinkedIn et n'hésitez pas à lui poser des petites questions. Pas trop parce que bon, il est un peu buzzy. Hein. Il faut développer Positiveur quand même. Non, mais on répond à tout le monde, on est très gentil. Tu sais que ça fait partie des trucs, pour moi, c'est con, mais en fait, on répond vraiment à toutes les personnes qui nous envoient des mails. Sauf si c'est vraiment... enfin, bon, voilà. Il y a des cas où on répond pas, voilà, là, quand on a une vieille pub qui nous arrive par mail, enfin, bon, voilà, on va pas se faire chier. Mais honnêtement, la plupart du temps, en fait, on répond à quasi tous nos mails. Et c'est quelque chose dont je suis assez fier parce que mine de rien, on est quand même sacrément sollicité. Voilà. J'imagine, vu le trafic, vous devez avoir quand même pas mal de messages. Ouais. Vous avez pas trop justement d'agences ou autres qui voudraient avoir publié du contenu chez vous en permanence? Les agences de RP, c'est toute la journée. C'est chiant. À la fois, si tu veux, c'est intéressant parce qu'on reçoit effectivement de temps en temps des trucs où on se dit tiens, ça peut être pas mal. Mais c'est tellement rare sur la quantité qu'on a. Et en fait, ce qui est rageant, si tu veux, c'est qu'effectivement, on est sollicité à longueur de journée. Mais à notre échelle, c'est impossible à traiter. C'est impossible à traiter. On peut pas parler de tous les événements qui vont avoir lieu, tu vois, dans les prochaines semaines. On peut pas parler de tout ça. Je veux dire, la rédaction, c'est 2 journalistes, quoi. Tu vois. Et donc voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ce qui est d'autant plus rageant, si tu veux, c'est de se dire que toutes ces entreprises, en fait, elles font appel à des boîtes de RP pour gérer leur communication. Que ça a un coût. Et que, en fait, si elles nous contactaient directement en disant, voilà, on aimerait être partenaire, je suis pas certain que ça aurait un coût beaucoup, enfin, tu vois, beaucoup plus élevé que ce qu'ils font autrement. Voilà. Donc voilà. Bon, après, bien sûr, on n'est pas la seule cible des RP envoyés par les boîtes, c'est évident. Mais ouais. Là-dessus, on est sursollicité néanmoins. Voilà. Donc, du coup, tu pourrais dire que pour des petites marques qui se lancent, c'est plus intéressant de ne pas travailler avec des RP et peut-être de contacter les différents médias d'eux-mêmes? Le problème, c'est que les RP, si tu veux, il y a un côté assez impersonnel dans ce qui arrive. Le fait que, par exemple, c'est des trucs cons, mais le mail des RP, il est envoyé par l'adresse mail de la boîte de RP. Tu peux pas répondre en disant tiens, j'ai une question. Enfin voilà, j'aimerais parler à machin. Alors si tu le fais, mais tu veux, ça va faire des allers-retours, etc. Donc oui, nous on préfère, et on est contacté très fréquemment par des petites marques, et après, si tu veux, justement, nous on a mis en place des choses qui permettent de répondre facilement à ces marques-là. C'est-à-dire par exemple, tu vois, on a monté ce qu'on appelle le Posi Pitch. Le Posi Pitch, en fait, c'est une interview type où quand on est contacté par un projet comme ça, où moi je sais que grosso modo la rédaction ça va pas l'intéresser, que bien sûr le projet est cool, mais si tu veux, voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles bosse la rédaction et que eux ils estiment prioritaires. Et on peut arriver nous à orienter, tu vois, sur ce formulaire-ci en disant écoutez, voilà, vous répondez aux questions comme si vous répondez à une interview, et derrière nous, je m'engage pas à ce que ce soit publié. Par contre, si vous avez fait si vous avez répondu, tu vois, de manière intéressante aux différentes questions qui ont été posées, il y a quand même de grandes chances que ça soit publié. Ce sera publié tel quel, mais ce sera publié. Et ces Posi Pitch, tu vois, on en publie plusieurs par semaine, de petits projets
qui n'ont pas de budget, où les mecs ils nous ont contactés en disant voilà, on lance ça, c'est en crowdfunding, ou alors tiens, on vient lancer cette petite marque. Et moi, je peux pas mettre de ressources, tu vois, pour faire des interviews ou des trucs comme ça auprès de toutes ces marques, auprès de tous ces trucs. Par contre, voilà, on peut arriver à trouver des modèles smart où tout le monde y gagne. Voilà. Ok, eh bien, merci Harold, c'était super intéressant comme interview. Bah, écoute, avec plaisir. Et j'espère que les auditeurs iront faire un petit tour sur Positiver pour découvrir un peu tout cet univers s'ils ne connaissaient pas. Et peut-être que ça les amènera à une réflexion sur les problèmes environnementaux, ou tout simplement ça leur apportera un peu de news positives pour leur journée. En tout cas, merci encore et ciao ciao. Ciao ciao Olivier. Une fois encore, j'ai adoré discuter avec Harold. Positiver est en plus un site vraiment intéressant dont les valeurs aident à l'amélioration de notre monde. J'espère que cela vous aura beaucoup plu également. Si c'est le cas, eh bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être trouvés plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse ? N'oubliez pas que nous proposons une formation en vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite formation gratuite que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.